On débute. Donc, merci à tous et toutes d'être là aujourd'hui avec nous. On est très heureuse, Alice May, d'avoir en fait, premièrement, trouvé cette initiative vraiment intéressante à implanter au Collège Antique. Et on est heureuse aussi d'accueillir avec nous aujourd'hui des gens qui font partie de cette initiative-là, qui vont pouvoir nous en parler plus en détail. Donc, vous êtes dans une activité glycémée pour le webinaire Une laisser nos présentateurs et présentatrices parler. Je nous permets de faire une petite parenthèse pour mettre en contexte le webinaire d'aujourd'hui et savoir un peu plus ce qu'on fait, nous, à l'ICME. Donc, je laisse la parole à ma collègue Annie Lévesque pour vous en parler. Merci Florence. Donc bonjour à tout le monde. Je prends vraiment juste quelques minutes pour vous parler de l'ISME, de vous dire ce qu'on est. Donc ISME pour Initiative sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur. En gros, notre mandat, c'est vraiment de faciliter le partage des connaissances pour tout, la mise en commun et le partage, je dirais, pour tout ce qui concerne la santé mentale étudiante et de mobiliser la communauté en enseignement supérieur autour de ces enjeux-là. On a plusieurs mandats. Puis là, je m'excuse pour les gens qui nous ont qui ont participé au dernier webinaire là, dans les dernières semaines. Ça va être un peu de la répétition, mais je vais faire le tour rapidement. Donc, un de nos mandats qui est de mettre en place un site web sur la santé mentale étudiante, ce sera mis en ligne en mars prochain. Puis aussi, il y a un regroupement. En fait, ça s'appelle le RISME. Peut-être que vous connaissez davantage l'acronyme. Donc, c'est un regroupement d'intervenants interuniversitaires en santé mentale étudiante, donc qui est en place depuis le 2021. Également, on a des journées de santé mentale étudiante, des journées de transfert qui auront lieu en mars 2024. Donc, vous voyez, là, en mars, il va se passer beaucoup de choses pour nous. Donc, on vous invite à vous inscrire. Je vais déposer le lien là, d'inscription dans la messagerie. Il y aura plein de présentations, toutes portent sur la santé mentale étudiante. Donc, on vous invite à y participer en grand nombre. Aussi, ce qui s'en vient pour nous, c'est une campagne de sensibilisation sur la santé mentale étudiante. Donc, d'ailleurs, ce vendredi, on va présenter les kits de diffusion de cette campagne-là dans vos établissements. On vous invite à y participer à la campagne. Donc, ce sera une campagne qui est numérique. Le 2 février, je vais aussi déposer dans la messagerie le lien pour s'inscrire à la présentation de cette campagne-là, à laquelle vous pourrez participer. Sinon, je vais aussi, si vous pouvez pas être là parce que c'est bon, c'est dans quelques jours, je vais aussi indiquer les coordonnées de ma collègue Laura qui est en charge de la campagne de sensibilisation. À notre dernier mandat, mais en fait, c'est celui de Florence. C'est ce qui nous amène aujourd'hui en lien avec la promotion de la santé mentale positive et l'organisation d'activités là, autour de cette thématique-là. Donc, rapidement, c'est ce qu'on fait. Je redonne la parole à Florence qui va accueillir nos invités. Donc, bonne présentation à tout le monde. Merci beaucoup, Annie. Donc oui, comme elle l'a dit, mon mandat porte plus spécifiquement sur la promotion de la santé mentale. Aujourd'hui, on a un webinaire qui s'inscrit dans le cadre vraiment d'un volet qui concerne plutôt les pratiques pédagogiques, ou j'ai envie de dire ce qui se passe un peu plus dans le contexte dans la classe en tant que telle. Donc, l'objectif, c'est à la fois de faire connaître des pratiques pédagogiques qui sont favorables au bien-être des par rapport à la santé mentale étudiante. Donc, ce webinaire s'inscrit un peu dans cette logique-là. Et aujourd'hui, on a 4 invités pour en parler. Donc, je ne dirai pas plus sur eux, simplement les nommer. Donc, on a Émilie Auger avec nous, Louis Fortier, Joliane Leduc et Noémie Noiseux-Lescope. Donc, je vais les laisser se présenter par la suite. Quelques petites considérations techniques avant de leur donner la parole. Si vous avez des soucis techniques, n'hésitez pas dans le clavardage à écrire soit à moi, soit à Annie. On va essayer du mieux qu'on peut de vous accompagner là-dedans. Euh, Ça va être enregistré, comme vous l'avez vu, pour rendre la présentation disponible par la suite en rediffusion. Je tiens simplement à vous dire, ceux et celles qui ont la caméra ouverte, il n'y a pas de problème. Nous, on vous enregistre pas vous. Donc, c'est simplement les intervenants et intervenantes là, qui sont enregistrés, fait qu'il n'y a pas de problème à la laisser ouverte. Il y a une période de questions à la fin, 5 à 10 minutes au moins pour discussion et questions si vous voulez. Mais si tout de même, durant la présentation, vous voulez écrire dans le chat, Annie et moi, on les prend en note, puis on y revient à la fin. Donc, n'hésitez pas d'utiliser le clavardage pour pas interrompre nos intervenants et intervenantes. Fait que je vous souhaite à tous et toutes bon webinaire et je donne la parole aux présentateurs, présentatrices. Merci beaucoup.
Bien, bonjour. Je viens de te dire que je suis conseillère pédagogique au Collège Antique, puis je suis co-responsable du soutien de la communauté de pratique enseignante qui porte sur la santé mentale étudiante. Je vais laisser le soin à mes trois autres collègues de se présenter. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Noémie Noiselescope. Je travaille à la Direction régionale de santé publique de Montréal, dans une équipe là, de promotion de la santé mentale positive en milieu éducatif. Donc, on accompagne, là, nous, notre volet, c'est l'enseignement supérieur. Donc, on accompagne Cégep, université, collège privé de l'île de Montréal, tout ce qui est initiative ou réflexion en prévention, promotion de la santé mentale étudiante. Alors, je suis bien heureuse d'être là aujourd'hui. Je laisse la parole à Émilie. Bonjour tout le monde, mon nom est Émilie Auger, je suis enseignante au Collège Antique en psychologie. Je vais laisser mon collègue Louis se présenter. Bonjour, moi c'est Louis Fortier, pardon, enseignant en allemand au Collège Antique depuis 2013 et aussi membre de la communauté de pratique. Merci beaucoup. On a aussi parmi nous une personne qui pourra répondre à des questions éventuellement de nature plus gestionnaire. Donc, on a Pascal Gagné, qui est directeur adjoint des services de consultation à la direction des affaires étudiantes. Ça regroupe en fait le service de santé et d'aide psychosociale et financière, ainsi que les services conseil en orientation, qui est la personne qui est porteuse du dossier PASM au collège. Moi, je suis associée à lui comme plus terrain. D'entrée de jeu, on a une question pour mieux connaître la composition du groupe aujourd'hui. Donc, on va vous inviter à répondre au questionnaire qui va s'afficher devant vous à l'instant. Donc, on a déjà 80% des gens qui ont répondu. On va laisser un petit 2 minutes de plus, un petit 2 secondes de plus. En fait, je vois qu'on est déjà à 90%. 3, 2, 1. Donc, on va partager les résultats. Donc, vous pouvez voir que en termes de participation, on a une seule personne issue de la direction, qui est Pascal Gagné. On a un bassin un petit peu plus grand de professionnels intervenants, travail social, éducation, etc. On a quelques professeurs chargés de cours, conseillers, conseillères pédagogiques. On a quelques personnes dans le autre. Ça nous donne une idée, nous aussi, là, pour moduler, pardon, plus nos interventions pour la suite. Donc, merci d'avoir répondu à ce petit questionnaire. Donc, pour entamer le tout, on va vous faire un petit survol. Je vais vous faire un petit survol là, de ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Donc, rapidement, les racines du projet pour ensuite entrer dans le vif du sujet qui est justement notre expérience à nous au Collège Antique dans la mise en place de la communauté de pratique enseignante. On va survoler certains bons coups et défis, puis vous informer un peu sur la suite des choses, prendre vos questions par la suite, comme ça a été mentionné par Florence. Donc, les racines du projet, s'intéresser à la santé mentale étudiante, c'est pas nouveau, mais c'est vraiment avec l'arrivée du plan d'action santé mentale étudiante il y a eu là, le lancement du projet de communauté de pratique enseignante qui porte sur la santé mentale étudiante. Mais je vais me permettre là, de reculer un tout petit peu pour mieux que vous puissiez comprendre le contexte de notre collège. Donc, nous, à l'intérieur même du plan stratégique 2019-2024, on avait des axes qui soutenait les actions à venir du PASS. On était visionnaire dans notre plan stratégique. Notamment, un de nos axes, c'est de proposer une formation de qualité soutenant une réussite plurielle. Donc, arrêter de se rattacher seulement à la réussite académique en tant que telle, mais bien de l'avoir comme un tout. Et offrir un milieu de vie inclusif, stimulant et bienveillant. On avait des belles bases, un beau petit terreau fertile. Si on revient à l'époque du lancement du PASS, on a Pascal Gagné, qui est lui-même un ancien enseignant. Ça explique sa posture aussi dans sa vision du leadership dans le cadre d'un projet comme le PASM, que ça passe notamment par la collaboration avec les personnes enseignantes qui ont un rôle important à jouer dans la santé mentale étudiante. Puis ils ont un rôle à jouer à la fois à l'intérieur des salles de classe, mais à la fois à l'extérieur des salles de classe. Pour ceux et celles qui aiment bien se rattacher aux mesures du PASS, on fait référence ici à la mesure 2.4 qui est favoriser le développement des connaissances puis des compétences en matière de santé mentale chez les membres de la communauté étudiante, mais aussi le personnel des établissements d'enseignement supérieur qui sont en contact justement avec nos étudiants et étudiantes. Par la suite, il y a eu ma nomination, en fait, comme justement conseillère pédagogique associée au déploiement du PASS. Ça a eu lieu en février 2023.
Je n'ai pas un background en santé mentale étudiante. Mon mandat était de devenir une personne pivot vers les ressources et d'utiliser mes connaissances du milieu et des différents du milieu en tant que rouage institutionnel, mais du milieu aussi les équipes enseignantes pour collaborer avec eux et elles puis favoriser justement les initiatives enseignantes. C'est pour ça aussi que j'ai été associée à l'équipe du service de santé et d'aide psychosociale et financière qui assiste d'ailleurs à ce webinaire. Bonjour. Donc, le but, en réfléchissant à former ce groupe-là d'enseignants-enseignantes pour échanger sur la santé mentale, c'était de soutenir les initiatives enseignantes puis de nourrir les enseignants qui étaient déjà convaincus, les early adopters. Dans le but, c'est ça, de favoriser une certaine effervescence sur la santé mentale dans le milieu. Il y avait aussi d'autres communautés de pratique qui existaient à ANSIC. Une qui portait sur la conception universelle de l'apprentissage, la CEA, puis une autre sur la réussite. Puis, ça a été de prendre contact avec ces personnes-là aussi pour s'intéresser à ce qu'elles font, pour réfléchir à notre projet aussi. Puis, ben, est-ce que j'embarque, Juliane? Absolument. Ben, c'est sûr que pour nous, de collaborer à ce projet-là, ça a été un peu un projet qui a été offert sur un plateau d'argent, là, parce qu'on travaillait déjà avec Pascal, le Collège Antique, depuis 2 ans, que ce soit au niveau de la politique en santé mentale, la mise sur pied du comité en santé mentale. Il y a eu tout un portrait milieu en santé mentale étudiante qui a été fait. Donc, pour nous, là, c'était vraiment une suite logique de collaboration. Puis on le sait à quel point tout ce qui est l'environnement pédagogique, la relation enseignant-étudiant est tellement un déterminant important de la santé mentale que pour nous, là, de collaborer là, à ce projet-là, c'était vraiment dans les cordes du mandat de notre équipe. Puis dans le fond, ce qu'on sait, si on peut aller à la prochaine. C'est que, dans le fond, comme je le disais, on le sait que c'est un déterminant important, là, tout ce qui est l'environnement pédagogique et la relation l'enseignant-étudiant. Ça a été vraiment confirmé là, par, dans le fond, des consultations et des sondages qu'on a faits là, avec les étudiants en 2022. Fait que ce qui est intéressant, c'est que ça fait vraiment du pouce sur disons, les grandes lignes de la littérature au niveau de qu'est-ce qui favorise là, la santé mentale étudiante en classe. Fait que ce que les étudiants ont répondu, en gros, c'est que les enseignants peuvent favoriser leur santé mentale de différentes façons. En premier, c'est dans le fond d'arriver puis de proposer des activités, de varier les méthodes pédagogiques, que ça soit dynamique et agréable dans leur classe. C'est aussi de, par exemple, répartir la charge de travail, diminuer un peu la montagne de travaux, dans le fond, pour éviter l'espèce de pic de stress à certains moments, d'avoir cette espèce de conscience-là là, au niveau de la charge de travail et tout ça. Mais aussi, dans le fond, c'est des personnes tout indiquées pour favoriser la création de liens sociaux dans la classe. Puis on sait que ça, pour les étudiants, c'est toujours un grand facteur favorable à la santé mentale. Donc, de favoriser, par exemple, de créer des groupes pour justement que les étudiants puissent se connaître entre eux. Donc, ce qu'on disait, bon, les amitiés commencent en classe, je pense que ça s'est ressorti plus qu'une fois. Les enseignants peuvent aussi, dans leurs cours, parler des ressources d'aide existantes au collège, puis aller même jusqu'à orienter les étudiants là, vers les services appropriés. Puis ben, c'est sûr d'avoir des enseignants qui sont compréhensifs à la réalité étudiante. C'est un autre facteur qui était sorti comme positif pour les étudiants. Noémie, je vais t'interrompre, je fais quelque chose de surprise. Juste pour souligner aussi l'implication de d'autres personnes avant mon arrivée, parce que je vois qu'on a Sophie Crevier parmi les personnes participantes. Je pense que c'est important de nommer un portrait milieu qui a été fait. Il a collaboré avec une collègue qui s'appelle Isabelle Boisclair ça a alimenté énormément les réflexions quant à l'intérêt ou non de mettre en place une communauté de pratique pour les enseignants-enseignantes. Donc, bonjour Sophie. Bonjour Sophie aussi. Donc, puis maintenant, se dire pourquoi on est arrivé à penser une communauté de pratique enseignante, ben c'est tout simple parce que c'était vraiment un peu la modalité qui répondait le plus aux besoins là, des enseignants qui avaient été nommés. Parce que quand on regarde la définition d'une communauté de pratique là, qui vient du CETREC, c'est vraiment un groupe de personnes qui se réunissent pour partager et apprendre les uns des autres de manière récurrente à moyen ou long terme. Donc, elle regroupe un nombre variable de participants-participantes. Donc, il n'y a pas un nombre prédéterminés, mais qui sont vraiment engagés dans la réflexion et l'action pour le développement de leur savoir et de leur pratique, qui sont vraiment sur une base volontaire. Fait que ça, c'est très important aussi, le volontariat. Et dans le fond,
ce qu'on ajoute, c'est que les membres d'une communauté de pratique ont un intérêt commun dans un domaine donné et sont motivés par un désir, un besoin de partager à la fois leurs problèmes, leurs connaissances, leurs expériences, leurs modèles, leurs outils et leurs pratiques. Puis ça, je pense que on le voit vraiment que c'est ça qui émerge aussi de notre communauté là, à Annecy. Je n'avais plus de micro. Donc, on était curieuse là, d'en savoir plus sur l'état des choses dans votre milieu. Donc, peu importe que vous soyez dans un établissement d'enseignement supérieur ou pas, est-ce que c'est un mode de rencontre, de groupe que vous connaissez déjà? Puis, si oui, est-ce que vous connaissez les thématiques qui sont abordées dans le cadre de ces communautés de pratique-là? Donc, un petit questionnaire encore une fois. Donc, j'ai plus de la moitié des gens qui ont répondu. On va laisser une petite minute supplémentaire pour y répondre. Donc, je vais terminer le sondage. Donc, on voit qu'une dizaine de participants n'ont pas de communauté de pratique, mais que c'est quand même quelque chose qui est présent dans d'autres milieux, une douzaine de participants qui ont répondu oui. Les thématiques qui sont abordées, j'essaie de voir pour aller voir les réponses, partager les réponses à cette courte question. Est-ce que vous les voyez, vous, de votre côté? C'est peut-être juste moi qui ne les vois pas. Non? Nous demeurons dans le mystère parce que je ne vois pas où appuyer pour voir les réponses, ce qui est très, très, très dommage. On était curieux de savoir s'il y avait d'autres communautés de pratique sur la santé mentale dans vos milieux respectifs. Si oui, on va en jaser à la fin. Je vais arrêter le partage pour m'assurer de laisser de l'espace à Louis et Émilie. Ce qu'on aimerait savoir, en fait, c'est pourquoi est-ce que vous avez souhaité vous inscrire à la communauté de pratique enseignante? Est-ce que vous étiez familière avec ce type de forme-là avant? Bonjour, Émilie Auger, enseignante en psycho. J'étais pas familière avec la communauté de pratique. En fait, j'étais vraiment intéressée par la santé mentale étudiante et si je me souviens bien, on avait eu une première rencontre où même les participants actuels de la communauté de pratique, on discutait de quel format allait prendre nos rencontres. Vous nous aviez présenté, Noémie et Joliane nous avaient présenté différentes options et je crois qu'ensemble, on avait déterminé qu'une communauté de pratique allait être intéressant. Donc déjà ça, je trouvais ça très parlant de que ça soit justement l'option qui soit choisie par les enseignants et enseignantes de la communauté de pratique actuelle, mais c'est quelque chose qui est venu de nous. Moi, je connaissais pas ça, j'avais jamais fait partie d'une communauté de pratique, mais par contre, ce qui fait que je suis vraiment intéressée, que je suis engagée dans la communauté, c'est le fait que, de un, c'est un sujet qui m'intéresse, donc c'est comme Noémie le disait, c'est quelque chose qui est volontaire, donc je décide de m'engager volontairement dans cette communauté-là, mais c'est que c'est des questions qui me préoccupent, qui sont super importantes pour moi et la communauté de pratique, mais c'est un moment pour me déposer, pour réfléchir à des questions auxquelles j'aurais peut-être pas le temps de m'y attarder autrement. Donc, c'est vraiment une des choses que j'aime beaucoup de la communauté de pratique. Puis, ça me permet aussi de tirer profit de toutes sortes de ressources disponibles en santé mentale. Donc, voilà, j'ai plein de raisons que fait que j'ai été intéressée par la communauté de pratique et que je demeure intéressée à la communauté de pratique. Mais c'est aussi, je le souligne parce que mon collègue Louis est là, mais c'est aussi un moment pour moi de me sentir moins seule avec mes questionnements et de partager avec mes collègues. Donc, c'est vraiment une chance inouïe d'avoir ce moment-là dans mon horaire pour parler avec mes collègues. Louis, je te laisse.
Merci, Émilie. Écoute, j'abonde dans le même sens. Je viens d'un département assez petit dans lequel il y a beaucoup de concertation déjà. Et donc, l'idée de pouvoir échanger avec l'équipe enseignante plus large, de voir d'autres départements, d'autres disciplines, d'entendre parler des réalités qu'ils vivent, eux et elles, dans leur classe. C'est ce qui m'a attiré en premier lieu. Je ne connaissais pas nécessairement exactement ce que ça voulait dire une communauté de pratique. On entend des fois une communauté d'apprentissage, etc. Les différences, ressemblances entre tout ça, pour moi, c'était pas 100% clair, mais pas nécessairement important à savoir la différence. Mais pour moi, c'était vraiment primordial de pouvoir échanger avec les autres parce que j'avais souvent l'impression que peu importe combien d'énergie je mettais à peaufiner mon enseignement, choisir les bonnes méthodes, raffiner mes examens et tout ça, si les personnes qui venaient dans ma classe ne se sentaient pas bien, ben, ça n'allait pas passer de toute façon. Donc, je me suis dit, il faut que je me renseigne à savoir qu'est-ce que je peux faire pour faciliter leur intégration dans la classe, dans la vie collégiale et tout, pour qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils soient prêts dispo pour apprendre, en fait. Et donc, il y a beaucoup de bons coups et mauvais coups partagés dans la communauté jusqu'à maintenant. Puis c'est très enrichissant ensuite là, pour bâtir nos prochains cours, nos prochaines sessions. Merci à vous deux pour vos interventions. Donc, pour y aller plus concrètement par rapport à notre expérience au collège, ben, je pense que c'est important qu'on s'attarde dans un premier temps aux réflexions qui ont mené en amont à la création de cette communauté-là. Donc, on a voulu dans un premier temps réfléchir au rôle et à la vision du projet. Puis ça s'est fait à travers une collaboration qui a été brièvement nommée tantôt entre Noémie et moi. En ayant cette contribution-là individuelle que je vais détailler un peu, ça a permis d'avoir quelque chose de très porteur pour le projet, on le croit. Par rapport à la contribution de Noémie, donc le fait qu'elle ait des assises solides en santé mentale étudiante, c'est très, très, très important. Puis, il y a un apport aussi de par le groupe de travail dans lequel elle se retrouve, le groupe enfin, à la Direction générale de la santé publique de Montréal, où on a une plaque tournante de personnes en contact avec les différents milieux. Donc, les bonnes pratiques, oui, sont partagées à travers les SMI, mais à l'intérieur de cette équipe-là, il y a un partage dans les différents cégeps des bons coups, des mauvais coups, ce qui fait en sorte que pour amorcer notre réflexion, d'avoir ce genre de partage-là a été super, super intéressant. C'est encore le cas en ce moment. De mon côté, j'amène le côté contextualisation du contenu dans la pratique enseignante, puis le lien avec l'équipe du service de santé, d'aide psychosociale, d'aide financière, de savoir comment eux permettent d'éclairer les participants de la communauté de pratique, de parfois déconstruire certains mythes sur le fonctionnement. Donc, c'est très intéressant de ce côté-là aussi. C'est important aussi dans notre animation de suivre les besoins des membres puis de respecter les us et coutumes du collège Annecy. Donc, moi, ayant été présente au collège depuis quelques années, ben, ça m'a permis, en arrivant dans ce poste-là, d'amener cette connaissance-là, puis de suivre davantage le rythme souhaité et les façons de faire des enseignants-enseignantes. Il faut se rappeler qu'on est un gros cégep de plus de 600 enseignants. Donc, ça comporte son lot de défis aussi, et d'avantages, mais de défis aussi. En termes de vision, on avait le choix de tracer un lien entre la santé mentale étudiante et la réussite lors de la conception des ateliers, puis dans le choix des ressources. De ça parle aux enseignants, puis il y a une complémentarité entre le plan d'action santé mentale étudiante, mais aussi le plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur. Le souhait aussi était d'éviter l'accumulation là, que les enseignants peuvent percevoir aux différentes approches. Quand je dis approche ou différentes thématiques, différents enjeux, on va parler d'écologisation, on va parler de santé mentale, on va parler de réussite, on va parler d'autonomisation, de pratiques inclusives, de compétences TIC. Là, j'en perdais mon souffle. Mais ça peut donner l'impression au prof, encore quelqu'un qui tire sa couverte de son côté. Donc, on a le souci constant d'intégrer le plus possible d'approches à l'intérieur des outils qu'on va sélectionner et comment on va monter les ateliers. Ensuite de ça, par rapport à ce qui est inspiration et initiative mise en place, ce qui se fait déjà dans le réseau pour ce genre de projet institutionnel, c'est super varié. De par ma pratique de CP, donc les projets sur lesquels j'ai collaboré ou que j'ai dirigé, puis leurs retombées,
Ça, allié à la nature du déploiement du PASM, ça m'a amené à suggérer justement à former un groupe d'enseignants, comme on disait plus tôt, mais de le mener d'une manière qui est non hiérarchique. Donc, tantôt, Émilie soulignait le fait que ça avait été proposé, que le format avait été choisi par les enseignants-enseignantes, mais c'est qu'on on a organisé notre première rencontre sous la forme d'un World Café. Donc, on avait 3 stations. On validait quels étaient leurs besoins, leurs attentes à une station. On s'informait sur leurs connaissances antérieures, donc ce qu'ils connaissaient déjà. Et la dernière était davantage en termes de logistique, format, ce dont ils avaient envie. Et on leur a offert un groupe de co-développement, une communauté d'apprentissage, une communauté de pratique ou un groupe plus informel de discussion, un peu plus comme un point de rassemblement, avec description de ce que chaque type de regroupement implique. Et les gens ont choisi communauté de pratique. Donc, cet esprit-là était important pour nous là, de pas faire quelque chose de hiérarchique. Ensuite de ça, j'ai regardé justement ce qui se faisait à l'interne par rapport aux autres communautés de pratique. Puis j'ai aussi rencontré la conseillère pédagogique qui est responsable du perfectionnement enseignant afin de voir, ben, par le passé, est-ce qu'il y a eu d'autres communautés de pratique, quels ont été les écueils, comment est-ce qu'on peut les contourner, est-ce que tu as des bonnes recommandations? Donc, de s'assurer de ne pas répéter des choses qui existaient déjà, puis de ne pas répéter des erreurs du passé, puis de vraiment s'adapter à ce que la communauté enseignante du Collège antique avait, ce dont ils avaient. Finalement, de mon côté, pour la formation du groupe, la communication, le fait que j'étais déjà en place dans le collège et que j'avais déjà tissé des liens avec certaines équipes enseignantes a été profitable dans ce sens que aborder la question de la santé mentale a été plus facile plutôt qu'un courriel lancé à la mer, comme dans bien des cas. Ben, le retour, la discussion s'est engagée beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Avec les différentes personnes enseignantes. Donc, je suis entrée en contact avec les responsables de coordination départementale de chacun des départements. J'ai effectué beaucoup de relances. Il y a une question de communication aussi qui sont dirigées à l'ensemble du groupe, mais aussi individuelles. Pour aller chercher des gens, il faut investir du temps. C'est souvent là qu'on coupe malheureusement et on n'a pas nécessairement un retour intéressant ou on a peu d'inscrits. Donc, il y a certains cas où ça demande aussi un accompagnement individualisé, pardon, ça demande un accompagnement individualisé parfois. Notamment, il y a une fois où un enseignant n'avait pas pu être présent à une rencontre dans laquelle beaucoup de contenu avait été partagé, mais j'ai pris la peine de rencontrer cette personne-là à part, lui transmettre le contenu afin que cette personne-là puisse rejoindre le groupe lors des rencontres subséquentes en ayant le bagage requis. Je te laisse la parole, Louis, pour la suite. Merci. Rapidement, c'est sûr qu'au niveau de la posture d'animation, dans la communauté de pratique, ça le dit, dans le sens que le pouvoir est aussi aux participants, donc qui décident, qui partagent, qui échangent en fonction de leur pratique et de leurs expériences. Mais on voulait quand même aussi s'assurer que tout le monde partait sur une base plus ou moins commune. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est comme posture d'animation, ça allait être flexible. Donc, on allait commencer davantage peut-être plus en prenant un petit peu plus de place, puis que ça soit un petit peu plus dirigé, donc afin de s'assurer que justement il y a une base commune à tous au niveau de la santé mentale étudiante et tout ça. Puis par la suite, dans le fond, c'est ça, on allait laisser plus de place là, aux enseignants puis avoir une posture d'animation un petit peu plus effacée ou en retrait. Au niveau des besoins, je pense, Juliane, tu l'as bien mentionné, la façon dont on s'en est pris au départ pour aller chercher les besoins lors d'une première rencontre. Mais ce qui était important pour nous, c'était pas juste de dire, bon, ben, voici vos besoins, puis partagez, chers participants, mais c'était vraiment d'avoir une toile de fond, donc d'avoir un cadre théorique sur lequel on peut on peut se reposer, mais après ça, tout en étant flexible dans la façon de l'animer. Fait que je reviendrai plus loin au niveau un peu des assises là, du cadre sur lequel on s'est basé. En ce qui a trait à l'organisation des rencontres pour ceux et celles qui sont friands de logistique. On a des rencontres de 2 heures. À notre collège, malheureusement, on a une seule plage commune à tous les programmes qui est déjà super bondée. Fait que ça amène un défi d'organisation des rencontres quand on n'a pas nécessairement de contrainte horaire qui est prévue à l'agenda des enseignants-enseignantes. À ça, on veut s'assurer d'avoir des locaux intéressants. Donc, ça nécessite d'utiliser des sondages du type Doodle, prendre le temps pour les relances, parfois individuelles, parfois dans les corridors. Donc, de s'assurer qu'on a un taux de participation qui est intéressant et motivant pour les personnes qui y participent. Ça s'allie aussi d'un souci par rapport au climat des rencontres.
ça coulait de source pour nous que travailler sur la santé mentale étudiante, c'est important de travailler aussi sur la santé mentale des gens qui soutiennent les étudiants et étudiantes. À ce moment-là, de faire en sorte que les rencontres favorisent le bien-être des personnes qui y participent était super important pour nous. Qu'il y a un grand sens d'utilité des rencontres, de favoriser un effet de communauté malgré la grosseur du cégep, donc avoir du café, se donner le temps d'atterrir quand on arrive dans les rencontres. Les enseignants, souvent, vont recevoir de l'information là, en masse sans réellement pouvoir se l'approprier puis réfléchir, même quand ils sont en département. Peut-être Louis parlait d'un petit département, c'est plus facile, mais quand on parle d'un département de français avec 60 personnes enseignantes, ça peut être un petit peu difficile d'avoir ce genre d'échange-là en plus petits groupes. Profiter justement du pouvoir du groupe en termes de réflexion puis aller plus loin. Euh, Ça a un impact plus grand sur leur pratique que s'ils faisaient une simple lecture ou recevaient une présentation en assemblée départementale de 10 minutes sur un sujet X. Aussi, Noémie et moi, on a une posture qui est une posture d'apprentissage, une posture qui est de côte à côte. Puis je pense que ça favorise aussi les gens à prendre parole des différentes personnes enseignantes qui participent aux rencontres. Puis on essaie de choisir des locaux dans lesquels il y a une belle luminosité, plus rassembleur. Essaye c'est un peu Inception, là. On essaie de on essaie de planifier le contenu des rencontres en fonction de ce souhait-là d'avoir un impact plus porteur au sein du groupe. Puis on fait un rappel justement des besoins qui ont été énoncés par le passé. On réévalue, est-ce que c'est encore ça que vous souhaitez prioriser pour les prochaines rencontres, de manière à ce que ce soit motivant pour de participer aux rencontres qui s'en viennent. Maintenant, je reprends la balle au bon au niveau du contenu puis du format. Donc, encore une fois, suite au sondage et aux besoins exposés par les enseignants, les rencontres, c'est d'une durée de 2 heures. À date, on en a eu 5. C'est sûr que ce qu'on réalise, puis on l'appelle un peu projet pilote parce qu'on teste aussi la formule. Fait qu'on voit que lorsque les rencontres sont proposées en dehors de la session, donc avant le début de la session ou après, il y a une forte hausse des participants, comparativement à quand, comme Jolienne le disait, quand c'est à l'intérieur même de la session, ben là, c'est plus difficile d'avoir un espace commun pour tous. Donc, au niveau de notre, comme on le disait, là, je pense que vous avez compris le concept que la place est aux enseignants, puis que ça vient de leurs questions et tout ça. Mais on a quand même, dans le fond, dans le contenu des rencontres, je le disais au départ, voulu mettre une base commune pour tous. Fait qu'on s'est beaucoup inspiré, par exemple, de démystifier c'est quoi la santé mentale versus le trouble mental. Fait que là, on a utilisé, par exemple, le modèle à 2 axes de Keyes. Après ça, on est allé discuter un peu bon, qu'est-ce qu'on entend par stress versus l'anxiété versus le trouble anxieux. Tu sais, aussi voir les limites du prof à l'intérieur de toute cet amalgame-là. Mais quand on arrive vraiment, après ça, on est au niveau du contenu quand on parle de pratiques pédagogiques favorables au bien-être, on a fait une revue de littérature, mais on s'est arrêté sur un guide qui a été produit par l'Université de Montréal. Donc, vraiment un guide sur les pratiques favorables au bien-être étudiant en enseignement supérieur. Donc, notre équipe, on collabore aussi avec ce chercheur-là, donc l'équipe de ce chercheur-là qui est Bruno Plaubert. Donc, c'est un guide qui est accessible sur le web. Mais nous, ce qu'on a fait, la petite coche de plus, c'est qu'on l'a transformé en outil checklist pour les enseignants. Donc, encore là, on est arrivé avec cette proposition-là en disant, ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, on s'est inspiré majoritairement de ce guide-là. Là, on a fait quelques ajouts d'un autre guide du Centre d'innovation santé mentale sur les campus de l'Ontario. Mais au départ, c'était de dire, ben, si vous voulez, dans le fond, cet outil-là, vous pouvez l'utiliser à l'extérieur des rencontres. Mais là, ce que les enseignants de la communauté de pratique ont décidé, c'est non, on aimerait vraiment que ça soit, dans le fond, la structure de nos rencontres. Dans le fond, donc, fait que c'est un guide où il y a on parle de 4 moments d'enseignement, puis à l'intérieur de ces moments-là, il y a différentes pratiques qui sont listées. Encore là, la posture, c'est pas de dire toutes les pratiques qui sont là, c'est la panacée, c'est l'auto-évaluation, dans le fond, que le prof, après ça, peut décider, oui, je la mets en place, non, je la mets pas en place, je la trouve pas pertinente dans le contexte actuel et tout. Fait que c'est vraiment, dans le fond, un catalyseur d'échange puis de partage de pratiques. Fait que ça, c'est une part de la communauté de pratique qui est basée sur cet outil-là. Puis une deuxième part, c'est aussi basé sur, on amène les mises en situation qui sont
commune à peu près à tous les profs. Donc, on illustre ça, par exemple, par un exemple d'un étudiant qui vit telle situation. On propose disons, une façon de faire d'un prof et après ça, ça amène, dans le fond, chaque enseignant à discuter de la façon dont il pourrait là, envisager cette situation-là. Fait que ce que ça crée comme effet est vraiment très, très porteur. Puis, tu sais, je pense qu'il y a un climat là, d'échange et de confiance qui se développe dans ce groupe-là. Donc, c'est vraiment très riche là, comme échange et discussion. Fait que je pense que ça ferait pas mal le tour. Fait que j'arriverai justement là maintenant, Louis et Émilie. Vous avez parlé un petit peu au départ là, de ce que vous en retirez comme participant. Fait que je sais pas s'il y a soit d'autres choses qui vous viennent en tête ou illustrer peut-être un exemple ou quelque chose qui vous a marqué de vos expériences. Là. Vous avez été là, je pense, à la majorité des rencontres. Fait que la parole est à vous, Émilie, je te laisse la parole. Oui. Je pense que la première chose que je voulais souligner, c'était, en fait, Joliane et Noémie viennent de mentionner le travail qu'ils font en amont pour la communauté de pratique, mais en tant que participante de la communauté de pratique, je le sens, ce travail en amont-là, et je crois que c'est ce qui contribue largement au bien déroulement de nos rencontres. Vraiment, on a l'impression qu'il y a toute une structure qui, même si c'est nous qui la décide avec eux, que ça permet d'avoir des échanges aussi riches. Le guide de pratique Noémie mentionnait, pour moi, c'est un point fort de nos discussions, justement parce que ça t'amène à nous questionner personnellement, mais après ça, à avoir des échanges avec les personnes enseignantes dans la communauté. Et je dirais qu'une autre chose que j'apprécie, que je retire de la communauté de pratique, c'est le fait que on est des enseignants dans différents départements. On a tous j'ai envie de dire, on a des expériences différentes. Malgré ça, on vit des situations qui sont communes et de pouvoir échanger et voir, ah, mais toi, tu fais ça comment dans ta classe? Puis ça, toi, tu fais ça comment dans ta classe? Ça, c'est extrêmement enrichissant. Et comme je suis en début de carrière, mais ça me permet aussi d'élargir mon réseau professionnel. Probablement que je n'aurais pas eu de discussion avec Louis si je n'avais pas fait partie de cette communauté de pratique. Donc, c'est extrêmement enrichissant et c'est vraiment un moment que je chéris dans mon horaire parce que ça me permet de discuter de choses importantes et qu'est-ce que je peux faire dans ma classe aussi. Ça me donne toutes sortes d'idées. C'est vraiment, vraiment très, très riche comme expérience. Je te laisse la parole. Oui, mais encore une fois, tu m'enlèves les mots de la bouche, Émilie, mais c'est super. En fait, oui, les profs, les membres de la communauté pilotent eux-mêmes le bateau, mais le bateau a été construit par Juliane et Noémie, puis ça nous amène une très bonne stabilité des fois en tempête et tout. Pour ce qui est du guide, ce qui est très bien, c'est que, du moins pour moi, la santé mentale étudiante, c'est tellement large, on aurait l'impression qu'on pourrait partir dans toutes les directions. Puis ça nous permet de se dire, bon, OK, on sait qu'il y a mille et une questions qu'on peut se poser, mais en voici une cinquantaine au moins. Donc, commençons avec ça, puis ensuite, on va pouvoir avancer pas à pas. Et ça nous amène à d'excellents échanges. Et ce que j'aime personnellement de ces échanges-là, c'est que on parle beaucoup de pédagogie. On regarde ce qui se fait dans nos cours et on a l'avantage, c'est qu'on peut tout de suite poser des questions à nos collègues, savoir, OK, tu permets à tes étudiants de faire X. Ben moi, dans ma tête, je me dis, si tu fais ça, ben Y va arriver. Ben, après ça, on peut tout de suite avoir une rétroaction de la personne qui l'a essayé. Puis, ben non, dans mon cas, quand je fais ça, ben, les étudiants réagissent de telle façon. Puis en fin de compte, il n'y a pas d'enjeu. Donc, ça vient souvent diminuer les craintes qu'on pourrait avoir face à nos changements de pratique, puis en se disant que c'est sûr que si on permet plus de choses, on devient plus relax, entre guillemets, ben ça va avoir des effets négatifs. Mais que c'est pas tout le temps le cas. Puis nos collègues l'ont déjà expérimenté. Parfois, non, c'est sûr que côté statistique, des fois, ce sont
des anecdotes, mais c'est quand même très enrichissant de savoir que quelqu'un est passé par là, qui l'a déjà fait. Et si je l'essaie, puis ça marche peut-être pas pareil, ben, je pourrais aller poser des questions à cette personne-là pour savoir si j'ai justement, moi, peut-être pas fait quelque chose de correct dans l'idée que la personne m'avait suggéré. Merci beaucoup, Louis. Oh, là, je suis en train de changer mes personnes participantes et non pas la diapositive. On arriverait là, au bon coup puis au défi. On va attirer, en fait, moi, je vais attirer tout d'abord là, votre attention sur un des défis qui se trouve ici, qui est le dilemme entre les petits groupes et les grands groupes. Donc, comme Noémie l'a mentionné, on a un niveau de participation, un taux de participation qui est beaucoup plus grand à l'extérieur des sessions qu'en session. Pour vous donner une idée, on a une quinzaine de personnes participantes à l'extérieur des sessions, du moins quand on a fait des rencontres au mois de mai, au mois d'août. Pendant la session, ça tourne autour de 7. Donc, toute cette réflexion-là tu sais, de pas juger négligeable les efforts fournis pour les plus petits groupes parce que il y a un impact vif sur leur pratique, mais aussi sur la pratique de leurs collègues. Et ça enrichit après ça la participation quand le groupe est plus grand. Donc, de voir à réfléchir justement à la planification aussi en fonction de ça. L'autre défi aussi, c'est le fait que le groupe change d'une rencontre à l'autre. Donc, on a certaines personnes irréductibles. Je ne cacherai pas qu'Émilie et Louis en font partie. Mais il y a certaines personnes qui sont présentes à une rencontre, pas à la suivante, reviennent à l'autre. Donc, ce bris dans la continuité, ça amène des défis justement en termes de planification. Ça demande une certaine flexibilité dans la planification. Puis ça demande aussi de réfléchir à ce que l'information qui est partagée à l'intérieur des rencontres soit corrigée et ultimement partagée aux autres membres. Donc, tantôt, Noémie parlait d'un outil qui est basé sur les 4 différents moments d'enseignement. Ben, au fil des discussions, Noémie et moi, on prend des notes dans l'optique d'ultimement, avec l'accord des participants, insérer ces petites notes-là et les partager. Comme ça, les gens qui n'ont pas été présents au moment A d'enseignement, mais au moment B, ben, aura l'information du moment A ultimement. Et maintenant, les bons coups, je pense que Émilie, Louis, merci pour votre témoignage. Je pense que ça, on aurait pu faire un verbatim dans cette diapo-là. Mais je pense qu'on reconnaît quand même que Joliane, tu l'as présenté un petit peu, là, et la posture de Joliane au niveau de son rôle de CP, de ses liens déjà avec les enseignants, on voit qu'il y a déjà une relation qui est établie. Je pense que ça a facilité beaucoup là, la mise sur pied, puis même l'animation. C'est sûr que dans notre posture aussi d'équipe de la santé publique, là, qui a une vision montréalaise, ben, je pense que ça peut être porteur aussi de ramener des exemples. On assiste à des événements, des ateliers avec des enseignants dans d'autres milieux, fait qu'on voit, on peut rapporter ce qui a été fait, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché. Donc ça, je pense que cette complémentarité-là est vraiment intéressante. Je pense que vous l'avez nommé, là, Émilie, Louis, je pense que tranquillement, puis je pense peut-être aussi avec le format qui est plus petit, ben, on a vraiment créé un climat de confiance, à la fois avec des enseignants justement qui commencent, mais aussi des enseignants que ça fait plus longtemps, puis qui se permettent aussi de verbaliser sur des situations moins favorables, puis d'échanger. Puis c'est la beauté aussi de voir qu'il n'y a pas juste une façon de faire. Il y a des profs qui vont dire, moi, j'ai une flexibilité là, à 100%. Moi, ça me convient. Puis il y en a d'autres qui vont arriver avec un autre paradigme. Mais tant que ça convient à la personne, je pense que c'est intéressant de voir cette complémentarité-là d'exemple. Juliane, tu l'as mentionné aussi, je pense que la première rencontre, ça a permis aussi justement de briser un peu lors de la première rencontre. C'est bon, les gens se connaissent peu. Comme tu disais, Juliane, c'est un gros cégep en Fait que déjà, de mettre les gens en sous-groupe, en atelier, ça a déjà comme un peu, on a repris ce que les étudiants disaient, là, de créer des groupes aléatoires, ben, on l'a mis en place, mais ça a déjà permis de briser la glace. Fait que je pense que ça, c'était un bon coup pour encore là, je pense qu'on voit, puis nous, on s'adapte, on continue des choses qu'on voit qui fonctionnent. Fait que le recours mise en situation, d'avoir cette espèce d'outil structuré-là, on voit que c'est quelque chose d'intéressant. Mais toujours de repartir, donc on finit chaque séance avec, bon, voici ce qu'on a fait aujourd'hui, on revient avec vos besoins, qu'est-ce que vous avez envie
poursuivre pour la semaine prochaine. Vraiment, donc, encore là, ben, est-ce que vous voulez qu'on revienne sur telle pratique ou est-ce qu'on embarque dans un autre bloc? Fait que, encore là, il y a toujours une grande place c'est ça, à la liberté puis aux besoins de chacun. Alors voilà. Puis là, on l'a mis parce que, bon, on fait aussi une petite fiche d'appréciation, tu sais, puis on essaie de s'adapter, là. Tu sais, je me rappelle au début, là, on voulait justement mettre la table, une base commune pour tous. On avait peut-être mis un petit peu trop. Fait que justement, dans nos fiches d'appréciation, c'est-à-dire, c'était intéressant, mais il y avait du stock. Tu sais, fait que là, on s'est dit, OK, là, élagon, là, on n'est pas dans un sprint, là, on veut être comme dans un mode marathon. Mais ça, c'est par exemple, ça a été tiré là, de la dernière fiche d'évaluation. Fait que, tu sais, on voit que c'est ça. Tu sais, il y a, tu sais, par exemple, j'aime beaucoup que les séances soient planifiées tout en laissant place à la discussion et aux échanges. Tu sais, le partage des bons coups, mais aussi des moins bons coups. Puis ça, je pense que c'est ça. Tu sais, plus on avance, plus les gens sont à l'aise de partager. Ben là, j'ai fait ça, puis ça n'a pas en tout marché. Tu sais, je sais pas comment je pourrais me reprendre. Fait que, donc, l'idée que c'est ça, tu sais, si la personne qui est là veut aussi là, pouvoir le partager à ses collègues. Tu sais, le fait de briser cette espèce d'isolement-là, je pense, tu sais, l'application concrète là, des commentaires des autres, on voit que quand ça vient d'un autre prof, la réalité est partagée, donc ça fait beaucoup de sens. Alors, voilà une petite synthèse là, de ce qui est ressorti la dernière fois. Pour ce qui est de la suite, comme le mentionne Noémie, on va s'adapter là, des besoins de la communauté de pratique enseignante parce que veut pas, on a beau être à la fin janvier, la fin de l'hiver arrive vite de la session d'hiver, donc on aura le souhait là, de vérifier chez les différents membres de la communauté s'ils ont désir de poursuivre l'an prochain. Est-ce qu'on ouvre le groupe à des nouvelles personnes participantes? Est-ce qu'on leur offre une occasion de justement formation, un peu comme on l'a fait au départ, avec un atelier qui est plus dans la théorie, qu'on va alléger un peu. On a entendu le message pour la première édition de la chose. Est-ce que ce serait de créer un deuxième groupe qui parfois vont se rassembler pour certaines thématiques ou donc tu sais, tout ça va être à réfléchir. Donc là, ce sont des pistes que je vous partage là. Le tout en accord bien entendu avec la vision institutionnelle par rapport au déploiement là, du plan d'action santé mentale étudiante. Donc, c'est ce qui s'en vient. On prendrait en fait, à partir de maintenant, il est 11h49, vos questions, vos commentaires